Alors pour vous répondre sur le parti d'aménagement, d'implantation du bâtiment, c'est relativement simple. Il y avait deux facteurs qui rentraient en ligne de compte. Un qui était le découpage du terrain et l'AOT qui était affecté à Domo France, puisque c'était une emprise d'État. Et deuxièmement, savoir comment on pouvait nous composer avec une architecture déjà très typée au niveau du plan masse, qui était assez monolithique à l'époque, et bon, qui était un geste de Ferré à l'époque. On voyait mal comment nous on pouvait se raccrocher. Donc on a joué la carte de l'indépendance, à savoir de créer un bâtiment qui puisse avoir sa vie propre et qui puisse à la limite s'implanter sur le terrain d'une façon presque aléatoire, voilà, qui vive sa vie. Et donc on a été amené à créer une entrée dédiée, indépendante. Ça faisait quand même partie du programme qui était demandé pour éviter trop de, peut-être, entre guillemets, mixité, pas le terme, mais bon, ils étaient bien d'accord pour être tous ensemble, mais chacun chez soi, quoi. Voilà l'histoire. C'est ce qui a généré la forme et l'implantation du bâtiment. On voulait regrouper, on voulait faire une forme d'agora, on voulait regrouper tous les étudiants. Alors, je rajoute un petit couplet là-dessus, à savoir que initialement, le programme de Ozano était que ces logements étaient affectés aux étudiants de l'école d'architecture. Bon, d'où, dans sa programmation, une surface qui était plus importante que ce qu'on faisait d'habitude, c'est-à-dire 21 mètres carrés au lieu de 18, ces 3 mètres carrés qui sont importants, un cellier indépendant, avec une forme qui permettait de rentrer le vélo, la planche à voile, les cartons à dessin et ainsi de suite. Donc ça c'était atypique, c'est-à-dire des programmes de logement étudiant. Bon, c'était quand même dans les débuts où on faisait des logements, mais il n'y avait pas de programme comme ça. C'est vraiment Ozano qui a téléguidé le programme. Voilà comment ça s'est passé. C'est-à-dire qu'on n'est pas parti forcément d'une cellule en disant tiens il faut absolument qu'on mette ça dans un anneau. C'est en créant l'anneau et en l'aménageant, en essayant de voir les circulations communes, les points de montée, les doubles escaliers à l'opposé, le bassin traversant. Tout ça fait que les logements, la configuration des logements est venue d'une façon assez naturelle, une façon pincée et une façon élargie, avec donc une ouverture, une exposition au niveau du soleil qui était un petit. On a voulu donner la même chance à tout le monde d'avoir l'ensoleillement. En plus, on était en lisière du bois, donc il y avait des vues qui pouvaient être sympas, donc ils bénéficiaient d'une certaine indépendance, mais à proximité quand même avec l'école, et puis cette forme d'agora qui pouvait créer aussi une animation, peut-être un peu trop forte quelquefois au niveau de l'animation, mais bon, ça c'était un problème de gestion du concierge. Alors c'est pas notre écriture habituelle, il faut savoir que c'est pas notre écriture habituelle, à l'époque j'étais avec Jean, et on n'a fait que 2 bâtiments circulaires, cylindriques, comme on l'appelait. On a l'espace social de la SEP, la Société Européenne de Propulsion, ou Ayan, qui était carrément un vaisseau spatial qui était venu se poser dans la forêt, et donc il y a une forme cylindrique, c'est le premier bâtiment que l'on faisait comme ça, et puis celui de l'école, des logements de l'école d'architecture. Mais je dirais que le programme et le lieu ont guidé immédiatement ça. Pourquoi la percée? Parce que la percée, on voulait avoir une traversée sur la forêt. Depuis l'école, quand on arrivait, qu'on rentrait dans ce havre de paix, on voulait que ce soit un havre de paix et non pas une zone de bordel. Et on avait fait le petit bassin qui était là pour amener de la poésie, pour amener du calme, de la sérénité, qu'on puisse s'y retrouver et discuter gentiment. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a cette percée, avec le double point de montée, on a un escalier de chaque côté, pour éviter que chacun soit obligé de refaire le tour sur les coursives. À la limite, s'il veut descendre à l'opposé pour lire un bouquin côté forêt, ils avaient cette possibilité. Voilà, donc cette composition, je dirais que dans tous les autres programmes de logement étudiant qu'on a fait, cette idée ne nous est pas revenue, parce qu'elle ne s'y prêtait pas. Je pense que c'est le contexte du lieu qui a généré cette image. Le programme, comme j'en avais déjà parlé, il était issu d'une démarche expérimentale, la programmation générative, qui avait été développée par un gars du CSTB, M. Conan. Et donc nous, on l'a mise en application sur ce site,
avec tout le monde en disant qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce qu'il vous faut comme espace, comme rangement, comme cellier, comme ainsi de suite, jusqu'au prix du loyer, ainsi de suite. Et le programme s'est fait de cette manière. Mais sur les espaces communs extérieurs, et notamment les entrées, tout le monde est resté flou, parce que les étudiants ou les gens qui participaient à ces réunions, ben, ils abordaient pas ce sujet. Pour eux, on rentrait dans l'école, on garait sa voiture où on pouvait, et puis on venait. Sauf que quand tout le monde a vu que peut-être cette résidence n'allait pas être dédiée uniquement aux étudiants de l'école d'archi, ils ont dit on ne veut pas que tout le monde vienne dans l'école, donc vous allez vous faire une entrée indépendante. Voilà, l'histoire, elle s'est montée un peu progressivement en cours de projet. Je voulais avoir le dialogue avec la discussion avec les artisans qui travaillaient, et en même temps, Ozano avait demandé que la conception et la réalisation du chantier soit un projet véhiculant une bonne image pour les étudiants. Il voulait qu'on puisse recevoir des étudiants en stage, autant qu'ils voulaient en mettre, et puis qu'on leur explique pourquoi on avait fait ça, comment c'était fait, comment les modénatures étaient encastrées dans les banches courbes, ainsi de suite. Il voulait que ça soit, et c'est pour ça qu'il nous faisait confiance, parce qu'il savait qu'on était des maniaques du détail, et que l'exécution serait conforme à l'image qu'on avait vendue. Là, justement, il y a eu un grand débat. Il y a peut-être un couplet dont on n'a jamais parlé concernant l'aménagement, parce que je vous ai dit qu'il y avait eu une programmation générative où chacun disait ce dont il avait besoin. Corinne Lamarck, la représentante de Domo France, qui était architecte de formation, participait. Et il y avait le BERS, de Ratier et Catherine Chimie, qui participaient à ces réunions. C'est moi qui animais les réunions au niveau des espaces. C'est-à-dire, ces programmations génératives fonctionnent suivant l'axe suivant, c'est-à-dire problème, quel est le problème qu'on a soulevé. Alors on travaille sur des espaces, sinon les problèmes, ça se bat dans tous les sens. L'espace, ça peut être l'espace public, l'espace privé, l'espace travail, l'espace sommeil, l'espace sanitaire, bref. On travaille sur un thème comme ça qui est défini par l'espace, et on dit problème, quel est le problème, intention, quelle est l'intention qu'on va donner au problème que vous avez soulevé, et à côté on a un paperboard, et avec le gros marqueur on faisait la représentation graphique, schématique, un schéma d'intention qui montrait le résumé, sous forme d'un logo, le résumé de ce qui avait été abordé. Problème, quelle intention vous avez, on dit voilà, ça pourrait être ça, terminé, on faisait un memento. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que quand on a écouté tout le monde, à l'époque, on faisait des maquettes. Et il y en a un qui dit, ah oui, on fait des maquettes, mais quand on fait des maquettes, on colle le contre-collé avec la bombe, l'aérosol, c'est pas sain, on le fait dehors, mais s'il pleut dehors, ça va pas, parce que si on avait une terrasse, comme un cellier extérieur, un genre de fourre-tout, mais à l'air libre, on pourrait se mettre là, ce serait une salle de découpage, on foutrait tout le bordel dessous. Bon, tout le monde dit, ah ouais, putain, c'est génial. Bon, ok. Donc nous, on fait notre premier projet, avant le projet qui a été réalisé, on intègre systématiquement des espaces tampons, comme des petites terrasses communes, si tu veux, à 2 logements. On pouvait y aller directement. Chacun était chez soi, il pouvait fermer sa porte à clé, mais il y avait un espace qui permettait de faire du découpage, du scier des panneaux, faire de la poussière, coller en bombe et tout. Mais quand on a fait le projet, à un moment, Domo France nous dit, ok, combien ça coûte votre truc là? Alors on lui dit, voilà le budget. Ah oui, mais alors si c'est ce budget, ok, pas de problème, le loyer, ce sera tant par mois. Donc on revient à l'école, et on dit à Ozano, voilà le projet, voilà les espaces qui sont demandés, et le loyer c'est tant. Ah mais il dit, vous y pensez pas là. Parce qu'enfin, lui, il restait un petit peu neutre, mais il y avait les étudiants quand même qui participaient aux réunions. Il disait, mais ça c'est pas possible, on peut pas payer le loyer pareil. Ah bon, mais alors qu'on fait quoi? Si on fait quoi, il faut diminuer le bâtiment. Faut enlever des choses. Qu'est-ce qu'on enlève? Ouais, alors les terrasses qu'on avait demandées, là, avec le truc, avec la colle et tout le machin, ça, on va pas le faire, on l'enlève. Donc nous, du coup, le projet, par terre, mine de rien. Alors que notre projet, c'était une réponse à une programmation. C'est là qu'on voit que ces programmations, quand elles sont faites d'une façon trop libre, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui cadre en disant « Attention les amis, avec tout ce que vous demandez, là tout à l'heure vous allez avoir une surprise ». C'est ce qui s'est passé, on a été obligé de refaire le projet. Donc le projet s'est refait d'une façon beaucoup plus compacte. On a gardé quand même les grands celliers en long, les vélos indépendants, parce qu'Ozano, il avait un beau vélo, il a pas envie de se faire braquer. Il dit, je suis peut-être pas le seul. Il y avait des étudiants, il dit, oui, mais moi je fais du surf, moi je fais de la planche à voile. À l'époque, c'est l'époque de la planche à voile. Aujourd'hui, les planches à voile, il n'y en a plus. Mais bon, du surf, il y en a quand même beaucoup. Et donc, c'est la seule résidence qui a ces celliers indépendants, ces locaux vélos indépendants. Voilà.
Voilà, donc on parlait tout à l'heure des facteurs d'ambiance, j'y reviens. Ces facteurs d'ambiance, ils vont loin, ils démarrent déjà à l'extérieur, avec des éclairages sympas qui mettent la végétation en valeur. Et après, à l'intérieur, on essaye de trouver, comme on l'avait fait à Subdeco, où on avait inventé les fameux projecteurs articulés, faits à partir de micros. C'est-à-dire les micros de sonorisation, qui sont des micros articulés comme le flexible d'un rideau d'une pomme de douche, vous voyez, mais qui reste rigide, il n'est pas si souple que... Donc c'est nous qui avions inventé ça sur Subdeco. Ce qui fait que l'étudiant, il pouvait varier son éclairage. S'il voulait mettre une lampe, s'il voulait mettre un bout de plastique autour, comme ils font actuellement, ils prennent une bouteille de Badois, ils la coupent, ils mettent le bazar dedans pour faire une ambiance verte, et ils font des trucs pas possibles, les étudiants, mais des trucs toujours un peu risqués, moins risqués aujourd'hui, parce que c'est des LED, donc ça chauffe pas pareil, mais avant, avec des ampoules qui chauffaient, c'est des coups à foutre le feu dans les logements. Bon, il n'y a pas eu trop d'accidents, mais il y a des fois, ça a eu un petit départ de feu quand même. Donc, on leur donnait cette souplesse. Je voulais pas, moi, avoir des éclairages trop figés, qui les obligeaient quand ça arrivait, parce qu'il y a eu des résidences quand même où les maîtres d'ouvrage étaient très rigoureux, stricts, ils voulaient pas forcément entendre ça, et puis ils avaient peut-être des budgets aussi qui étaient un peu plus serrés, donc il y avait des endroits où les éléments d'éclairage ont été fixes. Voilà. Mais quand c'était fixe, l'étudiant il se démerdait quand même à faire un truc, il mettait un papier chocolat ou autre chose, il faisait des renvois de lumière, il se démerdait. Voilà. Ça, pour les couleurs, ça a toujours été compliqué, parce que là, il y avait quand même le maître d'ouvrage qui s'en mêlait de Montfrance, et qui était, oui mais quand même, vous comprenez, quand on va réparer, si jamais il nous casse quelque chose, pour retrouver la même couleur et tout, il faudrait essayer de caler le truc d'une façon un peu plus simple. Alors du coup, comme on partait quand même, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on partait quand même avec des portes industrielles labellisées, faites par des gros industriels français. Quand tu faisais un projet de 150 logements, pour ces gus-là, je pense à Malherba par exemple, avec qui on travaillait souvent, pour eux c'était petit projet, 150 logements, ça représente que dalle. Donc, on était obligé de travailler avec les couleurs standards qu'ils avaient chez eux. Quand c'était des portes intérieures, c'était un stratifié, donc il y avait une gamme de stratifiés, on ne pouvait pas changer, hein, sinon il a fallu en commander 300. Et quand c'était des portes extérieures, post-laquées d'usine, pareil, il fallait taper sur la gamme des couleurs qu'ils avaient. Donc on n'avait pas une aussi grande souplesse que lorsqu'on peint les portes nous-mêmes, où là on a un nuancier, on fait la couleur que l'on veut, on peut varier toutes les portes, on peut donner l'impression que chacun a sa porte. Dans des projets aussi rapides, c'est pas la méthode qu'on peut utiliser. Alors vous allez me dire, mais un peintre, s'il vient peindre la porte, il peut se démerder et aller assez vite aussi. C'est-à-dire que ça on l'a inventé pour Subdeco, hein, juste avant l'école d'archi. Subdeco, c'était des murs qui se voulaient bruts, de coulage, mais en réalité on n'était pas capable de faire des murs avec du caillou à laver comme du caillou lavé que vous avez au sol, sauf à faire des murs préfabriqués. Mais nous on avait un délai très court sur ce chantier, on n'a eu que 6 mois pour faire le chantier, 180 jours exactement. Donc ce qu'on a proposé, c'est de prendre, de faire une installation foraine de bétonnage, plutôt que faire venir des toupies. À l'époque, ça se faisait. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, tout le monde prend du béton de la centrale près l'emploi. Mais à l'époque, on pouvait avoir des cylindres. On approvisionnait les cylindres avec un caillou et on choisissait le caillou, c'est-à-dire sa couleur et le fait qu'il soit roulé ou concassé. C'est pas pareil. S'il est concassé, vous avez des aspérités vives, puisque le caillou est cassé, il a des arêtes nettes. Si c'est du roulé, en prenant la granulométrie du roulé, vous avez que des petits cailloux à forme ronde, arrondie. Et on faisait nos bétons banchés sur place avec l'approvisionnement de ces cailloux, et dès que le béton était vert, était encore assez frais, ils avaient trouvé un grand-père qui avait un petit camion qui faisait du sablage sur des coques de bateau sur le bassin vers Arcachon, et ce gars, on l'appelait, était disponible, il a eu un beau marché, hein, parce que c'est lui qui a tout fait. Il venait avec sa sableuse, il avait la sableuse, les sacs de sable à l'arrière de son petit camion, et il avait trouvé le coup. Alors, il n'a pas trouvé du premier coup, parce qu'au début, on avait été mis sur une mauvaise voie. On nous avait dit que ça s'était fait sur du béton sec.
Et en réalité, il a galéré au début, il a travaillé les week-ends de Pâques et autres, lui il s'occupait pas des jours de férié. Hein. Et quand le béton était trop sec, trop dur, trop raide, il fallait qu'il insiste plus. Et le résultat était moins bon et il galérait davantage. Donc quand il a compris le truc, il venait plus vite, plus tôt, il faisait ça. Donc on a sablé tous ces murs, et ces murs-là, ils méritaient d'être mis en valeur. Donc pour les mettre en valeur et que l'étudiant puisse personnaliser son truc, sur les 6 mètres, il y avait 6 mètres d'affichage, c'est là aussi qu'on a inventé les affichages par aimant. En vendant l'idée que l'étudiant, il débarquait par train, par avion ou autre, il arrivait chez lui, et il était un peu paumé, parce que c'était un jeune, il débarquait peut-être de Suède ou d'ailleurs, et il voulait tout de suite se créer un havre de paix et se créer un milieu où il se retrouve, quoi. Donc tout de suite, il fallait qu'il puisse afficher des photos, des images, sa copine, ses parents, sa bagnole, sa moto, j'en sais rien. Bon, moi je suis pas spécialiste en mobilier, mais je m'y suis toujours intéressé parce que dans une première vie, je voulais styliste en carrosserie automobile et j'ai fait beaucoup de logements de camping-car. J'ai aménagé énormément de camping-cars en termes de concept et de réalisation. Donc pour moi, dessiner un meuble, c'est pas un problème, c'est pas un souci. C'est comme si j'avais fait des bateaux, quoi, du mobilier de bateau. Donc, ce que je savais, c'est que j'avais commencé à faire du mobilier pour des centres handicapés. Et pour les centres handicapés, le mobilier, il faut qu'il soit robuste, parce que tous les fauteuils, ils déglinguent tout. Donc c'est pas que le mobilier, c'est aussi l'architecture, les sous-bassons et tout ça. Mais dans le logement étudiant, quand j'ai commencé à en faire, on m'a dit « Ah oui, mais vous savez, les étudiants, c'est un peu des brise-barres, ils cassent tout. » Mais j'ai vous croyez que quand on fait un camping-car, le gus qui va louer le camping-car, il est plus soigneux que si c'est propriétaire. Non, si c'est le locataire, le camping-car, quand il le ramène, il y a beaucoup de placards qui ne marchent plus. Hein. Donc il faut faire du costaud. Et ça, c'était une expérience que j'avais. Donc du coup, à chaque fois qu'on faisait un projet, moi je disais au maître d'ouvrage, mais attendez, vous achetez rien, hein. Je choisis tout, je dessine tout, et ce que je ne peux pas dessiner pour des problèmes de prix, de réalisation, j'ai jamais voulu me lancer dans les fauteuils, dans les chaises, des trucs comme ça. Les lits, oui, je les ai faits. Tout ce qui était étagères, penderies, barres, tablettes rabattables et compagnie. Tant et si bien que sur les premières résidences que je faisais déjà des mobiliers en couleur, en harmonie, avec les sols, les murs et autres, pour donner l'impression que chaque étudiant avait son logement, et les confrères faisaient du mélaminé blanc, pour le même prix. Donc il y avait quand même un problème. Et le mélaminé blanc, c'est ce qu'il y a de plus basique. Donc la kitchenette qui a été faite, Michel Sadirac, que j'adorais, il m'avait dit « Putain mais Alain, comment t'as fait ?» On faisait 2 programmes en même temps pour la SBRU. Et lui, il était en entreprise générale. Il lui avait dit que pour passer dans le prix, il fallait que ça soit le mélaminé blanc au lot plombier. Et moi j'ai dit « Ça, c'est sûr que je passerai pas en entreprise générale. » Donc j'étais en lot séparé et je faisais des meubles sur mesure où il y avait peut-être une variante je dirais qu'avec au maximum, sur toutes les résidences, les grosses résidences, hein, il y avait 6-7 couleurs différentes de mélaminé et de stratifié. Pareil, 3-4 cas de revêtement de sol différents. Et partant de là, quand on rentrait dans un logement, chaque étudiant avait le sentiment d'avoir son logement. Et en fait, c'est ça le secret du vieillissement d'une résidence universitaire. Il ne faut pas amener l'étudiant à vivre comme dans un hôtel avec un numéro. Il faut qu'il ait son appartement. Et s'il l'a, il se l'approprie, il le respecte, il l'entretient, et ça n'a rien à voir.